Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je patiente puis je passe. Réponse B, je passe immédiatement. Alors ici, tu vois, il y a deux choses à voir. La première, à droite, où on a une personne qui sort de son stationnement, portière ouverte. Donc, sur la chaussée. À notre gauche, on a un véhicule qui vient en sens inverse. Ici, il va d'abord falloir laisser passer le véhicule qui vient en sens inverse. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, c'est nous qui avons l'obstacle. L'obstacle est sur notre chaussée, notre voie de circulation. Et aussi, parce que il va falloir laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre entre nous et le piéton. Donc ici, on laisse passer le véhicule, puis on dépasse le véhicule stationné en laissant un intervalle de sécurité d'1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Je roule à 128 km/h sur autoroute. Réponse A, je me rabats immédiatement. Réponse B, je reste sur ma voie pour dépasser le camion devant moi. Alors ici, encore une fois, pour répondre à cette question, il faut bien connaître son code de la route. Un camion, sur autoroute, a une vitesse maximale réglementaire de 90 km/h. Il ne peut pas dépasser cette vitesse. C'est interdit pour un poids lourd. Par contre, nous, on a un véhicule léger, on est sur autoroute, la vitesse maximale réglementaire est de 130 km/h. Actuellement, je roule à 128 km/h. Donc, en fait, je vais être obligé, de manière matérielle, de manière physique, de dépasser le camion qu'il y a devant moi. Parce que entre moi et le camion, il y a 40 km/h de différence. Donc ici, c'est évident, je reste sur ma voie pour dépasser le camion devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la vidéo, encore une fois, pour voir réellement le contexte dans lequel on est. Alors, c'est parti. Donc là, déjà, regardez, juste ici, on a un panneau de danger qui nous avertit d'un passage à niveau qui est accompagné par une borne, à 3 bornes, qui nous avertit qu'il y aura un passage à niveau dans 50 mètres. Donc 3 barres rouges. Ensuite, on avance encore un peu. Hop, qu'est-ce qu'on voit là ? Hop, un dos d'âne. Un dos d'âne et juste en dessous, toujours la borne avec cette fois-ci 2 bandes. Ça veut dire passage à niveau à 30 mètres. Ici,
On a un céder le passage ou un stop. Je n'arrive pas à voir. Je pense que c'est un céder le passage. Et là, on arrive juste à droite. On voit la borne qui nous indique donc le passage à niveau à 15 mètres. Donc avec une seule barre rouge. Donc effectivement, ici, on a énormément d'indications, de panneaux de danger, de bornes qui nous avertissent d'un danger, notamment ici le passage à niveau. Donc, je ralentis. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Je m'arrête au niveau du panneau. Oui, réponse A, non, réponse B. Je cède le passage à gauche uniquement. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive à une intersection où on a un panneau stop. Donc dans ce cas-là, il est inutile de s'arrêter au panneau. Il faut s'arrêter au marquage au sol. Ensuite, est-ce que je cède le passage uniquement à gauche? Non, on a un stop. On doit laisser le passage aux personnes venant de gauche et aux personnes venant de droite. Donc ici les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 5. Cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure du pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, sur le flanc d'une roue, il y a plusieurs indices. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi une roue? Ça a l'air d'être une question simple comme ça, mais je vous assure que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, une roue, elle est constituée de deux choses. Tout d'abord, elle est constituée d'un pneu. Un pneu, c'est fait en caoutchouc. Donc ce pneu, il aura une hauteur qu'on va appeler le flanc et une largeur qui constituera sa bande de roulement. Donc la bande de roulement, c'est ce qui est en contact avec la route. Ce pneu, il va être solidifié par ce qu'on appelle une jante. La jante, c'est la structure du pneu. C'est ce qui donne la solidité au pneu. En général, c'est une jante métallique. Alors, il y a plusieurs indications sur le flanc d'un pneu qu'on appelle des indices alphanumériques. Alpha pour alphabet, numérique pour numéro. Donc des indices qui ont un code fait de lettres et de numéros. Alors, ici, regardez par exemple. Ici, on a par exemple la dimension du pneu. Ici, 215, ça veut dire que la largeur du pneu est de 215 mm. Un peu plus loin, on aura ce qu'on appelle l'indice de charge et de vitesse. Donc, 96, ce sera l'indice de charge. Ça indiquera en fait la masse que peut supporter cette roue. Attention, 96, c'est pas en kilos, c'est un indice. Et ensuite, juste après, une lettre qui va représenter son indice de vitesse, c'est-à-dire la vitesse que la roue peut supporter. Ensuite, très important aussi, vous voyez, on a ce qu'on appelle le dot. À la fin du dot, on a une série de 4 chiffres. Par exemple, ici, 35, 17. En fait, c'est la date de fabrication du pneu. Alors, comment on lit ça? 35, ça veut dire 35e semaine, et 17, l'année 2017. Alors, pourquoi c'est important? Alors, ce sera déjà pour toi important quand tu achèteras une roue. Savoir si ton prestataire ne t'a pas mis une vieille roue. En plus de ça, il faut que tu saches que
une roue a une date de péremption. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 ans, la roue n'est plus viable. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'indicateur d'usure. En général, il est triangulaire, mais il peut être aussi noté TWI. Alors TWI pour Tread Wear Indicator. C'est en fait l'indicateur du témoin d'usure. Donc ici, est-ce que cet indice triangulaire représente l'indicateur du témoin d'usure? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Lors de mon installation, je dois régler dans l'ordre. Réponse A, le siège, le rétroviseur, puis la ceinture. Réponse B, le rétroviseur, le siège, puis la ceinture. Alors, lors de ton installation, tu devras tout d'abord régler ton siège, ensuite tes rétroviseurs, intérieur-extérieur, et enfin ta ceinture. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Je roule à 50 km/h. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il y a un virage devant nous, très serré, très sinueux, sans aucune visibilité. On a à peine quelques mètres de visibilité. Donc ici, à 50 km/h, ça va être compliqué de prendre ce virage en sécurité. Et j'ai même envie de dire qu'ici, c'est un virage qu'on prend en deuxième. Donc à moins de 30 km/h. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 8. Parmi ces documents, les documents obligatoires à bord du véhicule lors de la conduite sont: réponse A, le permis de conduire, réponse B, la carte grise, réponse C, l'assurance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer les documents obligatoires lors d'un contrôle de police ou lors de la conduite d'un véhicule. Tout d'abord, vous avez le permis de conduire. Ensuite, le certificat d'immatriculation. Et en dernier lieu, la preuve d'un contrôle technique valide. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir le procès-verbal du contrôle technique. Le simple timbre accolé sur le certificat d'immatriculation ou la vignette accolée sur le pare-brise suffisent. Concernant l'assurance, alors, bien sûr, selon le code des assurances, vous êtes obligatoirement, vous êtes obligé d'assurer votre véhicule. Cependant, vous n'êtes pas obligé de posséder l'assurance dans votre véhicule. Pourquoi? Parce que depuis avril 2024, les agents de police ont accès à un fichier qu'on appelle le fichier FVA, fichier des véhicules assurés. Donc, ils savent si votre véhicule est assuré ou pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 9. Pour avoir une meilleure visibilité. Réponse A, je m'approche du véhicule devant moi. Réponse B, je m'éloigne du véhicule devant moi. Alors, effectivement, lorsque vous allez avoir, par exemple, un poids lourd devant vous,
vous allez voir que votre visibilité va être très faible. Alors, regarde l'animation. Ici, on est très proche du poids lourd. Notre champ de vision apparaît ici en vert. En rouge, c'est le champ de vision qui est obstrué par le poids lourd. Tu remarqueras que si tu t'éloignes du poids lourd, alors ton champ de vision en vert est plus grand et donc ta visibilité est plus grande et devient meilleure. Donc, pour avoir une meilleure visibilité, je m'éloigne du véhicule devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Regarder dans les rétroviseurs suffit pour changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on va juste jeter un petit coup d'œil sur la vidéo. Donc regardez bien là. Que ce soit sur le rétro intérieur ou extérieur, on n'observe aucune voiture à l'horizon. Ni derrière avec les rétros, ni devant. Alors, est-ce que ça suffit pour changer de voie de regarder par les rétroviseurs? Souvenez-vous, on a ce qu'on appelle les angles morts. Donc ici, là, dans la petite animation, vous voyez très bien qu'on a un angle mort dans lequel peut se trouver une voiture. Donc, ça ne suffit pas de regarder dans les rétroviseurs, il faut tourner sa tête pour regarder ce qu'il y a dans l'angle mort. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. Le véhicule doit marquer l'arrêt au stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici on est dans une intersection où on voit en face de nous donc un véhicule qui a passé le stop et à sa droite un policier avec les bras écartés de profil. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là le policier il est en train de réguler la circulation dans cette intersection. Lorsque c'est un agent de police qui régule la circulation, alors il remplace la signalisation. C'est-à-dire qu'il remplace les feux et les marquages au sol. Donc, il faut savoir que les agents de police, lorsqu'ils régulent la circulation, ils utilisent des signes. Alors, ils utilisent plusieurs signes, mais ils en utilisent deux plus particulièrement. Alors, c'est les bras écartés vus de face et de dos, qui signifient l'arrêt obligatoire, et les bras écartés vus de profil, qui signifie une autorisation de passer. Comme c'est le cas ici, dans cette situation. Donc, ici, le véhicule ne doit pas marquer l'arrêt au stop car le policier lui fait signe de passer. Donc la bonne réponse, ici, est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule.
Question numéro 12. En attendant les secours, réponse A, je retire le casque. Réponse B, je le couvre. Réponse C, je le déplace sur le trottoir. Alors, à savoir, ne jamais retirer le casque d'un motard qui vient d'être accidenté. Ne jamais également déplacer une personne qui est inconsciente, sauf risque de suraccident. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on le couvre. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 13. Je passe immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, encore une fois, question facile. Même si le feu est vert pour nous, il y a des piétons sur le passage piéton. Donc là, on ne peut pas passer immédiatement. Un piéton sera toujours prioritaire s'il est sur la chaussée. Peu importe la route ou la chaussée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Je possède un véhicule électrique. Avant un long trajet, je vérifie que le batterie est bien chargé en totalité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question, elle a l'air un peu idiote, un peu stupide. Pas du tout. Alors, déjà, premièrement, c'est une question qui est souvent posée à l'examen du code de la route. Il y a de grandes chances que cette question vous sera posée à l'examen. En plus de ça, pourquoi cette question ? Parce que, vous savez, imaginez que vous partez pour un long voyage avec votre famille, votre femme, vos enfants. Qu'est-ce qui va se passer si la batterie, elle est pas chargée ? Tout de suite, vous allez devenir anxieux. Vous allez vous dire, il faut vite que je recharge la batterie, il faut que je trouve un point de recharge, ma femme est énervée, les enfants font du bruit. Tout ça, ça va créer un environnement anxiogène, d'accord ? Et qu'est-ce que ça va provoquer ? Ça va provoquer que vous ne serez pas concentré sur l'activité de conduite. N'oubliez pas que quand vous prenez la voiture, vous devez être concentré sur votre conduite. Il ne faut pas que vous pensiez à autre chose ou que vous soyez dans un état anxiogène. Donc, avant de partir pour un long trajet, on prépare son trajet, on charge sa batterie complètement et également, qu'est-ce qu'on fait ? On prévoit les points pour, les stations électriques qui seront sur le trajet. Donc, ici, avant un long trajet, je vérifie que la batterie est bien chargée. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Question numéro 24. Je peux utiliser A. Mes feux de route. B. Mes feux de croisement. Alors, ici, on roule de nuit dans une chaussée éclairée, hors agglomération. Donc, j'utilise mes feux de croisement. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes feux de route. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Le système Start and Stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Alors, ça fait partie des aides à la conduite qu'il faut connaître absolument, car les questions sont récurrentes dans les tests officiels de la nouvelle réforme, notamment sur ce sujet du start and stop. Donc, je vous incite fortement à connaître toutes les aides à la conduite présentes dans un véhicule. Il y en a à peu près une dizaine. Je vous incite à les apprendre. Donc, effectivement, ici, le système start and stop permet l'arrêt et le redémarrage automatique du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. Le tableau de bord indique réponse A, le niveau de carburant. Réponse B, l'état de pression des pneus. Réponse C, la quantité de liquide lave-glace. Bien, sur un tableau de bord, effectivement, vous allez avoir comme indication, parmi tant d'autres, bien sûr, le niveau de carburant et également ce petit pictogramme qui indique l'état de pression des pneus. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 18. L'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2 d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, juste ici, je te mets l'étiquette d'énergie d'une voiture. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, tout au-dessus, les informations du véhicule, donc type de véhicule, le carburant, si c'est un essence, un diesel ou un électrique, la consommation de carburant qu'on appelle WLTP, c'est-à-dire sa consommation mixte, et ensuite, il y a son émission de CO2 par kilomètre, donc qui est compté en grammes par kilomètre. Et donc il y a un classement. Il y a un classement sur 7 lettres. Donc effectivement, les véhicules qui ont le classement A sont les moins polluants, et ceux qui ont le classement G sont les plus polluants. Donc, pour répondre à la question, l'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2. La réponse est la réponse A. Question numéro 19. Au volant, téléphoner avec un système intégré est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour ceux qui découvrent le code de la route, la réponse va vous paraître étrange. Effectivement, elle est très étrange. Est-ce qu'il est interdit de téléphoner au volant avec un système intégré au véhicule? Eh bien non. C'est pas interdit, c'est autorisé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, moi aussi je trouve ça très étrange. Mais effectivement, ce n'est pas interdit. Par contre, est-ce que c'est dangereux? Bah oui, c'est même très dangereux. C'est quasiment la même chose que d'avoir un écouteur ou un téléphone à la main.
Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 20. Je roule à 80 km/h. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, il faut savoir que les nouveaux examens, donc issus de la nouvelle réforme, prennent toujours en compte au moins une question sur les distances. Distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance durant le temps de réaction. Donc il faut que vous sachiez absolument calculer ces distances. Donc pour ça, vous pouvez aller dans la formation, mais en tout cas, vous allez toujours avoir, sur la série de 40 questions, un calcul de distance. Alors, pour revenir à notre question, on va se baser sur les lignes de rive. Donc, vous savez que les lignes de rive, les tréplins font 3 mètres, les intervalles 3 mètres 50. Donc la distance de sécurité, elle est au moins égale à la distance parcourue en 2 secondes. Bon, petit rappel quand même pour ceux qui ne le savent pas. Donc la vitesse est de 80 km/h. Le chiffre des dizaines, c'est 8. Donc, tout d'abord, on multiplie le chiffre des dizaines par 3. Donc 3 fois 8, qui donne 24. Puis ensuite, le résultat, donc 24, on le multiplie par 2, ce qui donne 48. Et ce qui nous donne donc une distance de sécurité de 48 mètres. Ici, au vu des intervalles de rive, enfin des lignes de rive plutôt, on voit qu'on est vraiment en dessous des 48 mètres. Là, on doit être... allez, il y a 2 lignes blanches, une ligne, une intervalle. Donc on doit être à 3 mètres, 3 mètres, 3,5. On n'est même pas à 10 mètres là. Voilà. On n'est même pas à 10 mètres de la voiture qui nous devance. Donc on est vraiment très très loin de la distance de sécurité qui est de 48 mètres. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 21. Je m'arrête à l'implantation du feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on a ce qu'on appelle un sas vélo. Un sas vélo est en fait délimité par 2 lignes pointillées avec à l'intérieur un marquage au sol représentant des vélos. Donc la première ligne concerne les vélos. Les vélos doivent s'arrêter à cette ligne-là au feu rouge. Par contre, les véhicules motorisés doivent s'arrêter à la deuxième ligne, c'est-à-dire qu'à la ligne qu'il y a derrière. Donc ici, je ne m'arrête pas à l'implantation du feu, mais je m'arrête à la deuxième ligne. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 22. Dans ce contexte, j'allume mes feux de réponse A, route, réponse B, brouillard. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors ici, donc on est sur une route à chaussée séparée et on a une présence de brouillard. Donc ici, on va pas allumer les feux de route. Ici, il faut allumer ces feux de brouillard. Concernant la vitesse maximale autorisée, normalement, sur une route à chaussée séparée, on est à une vitesse maximale autorisée de 100 km/h
comme le montre le document des vitesses maximales obligatoires. Cependant, ici, on a une visibilité qui est inférieure à 50 mètres. Donc ici, on va devoir rouler à 50 km/h maximum. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 23. Lorsque je m'installe, je règle d'abord A. Le siège, B. Le volant, C. Les rétroviseurs. Alors là, encore une fois, c'est une question de cours très simple que vous pouvez retrouver dans la formation. On en a souvent parlé, hein, que ce soit dans la formation ou même dans les vidéos YouTube. Donc, lorsqu'on s'installe à bord de son véhicule, la première des choses à faire, c'est de régler le siège. Dans un deuxième temps, on réglera le volant. Puis, à la fin de l'installation, on réglera les rétroviseurs. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Je peux stationner à droite, derrière la ligne blanche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, à droite, si tu regardes bien, on a une ligne blanche continue. Donc, qui dit ligne blanche continue, dit qu'on n'a pas le droit de la franchir. On n'a pas le droit de la franchir, donc encore moins se stationner ou s'arrêter derrière. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 25. Pour porter secours à cette victime consciente, je dois... Réponse A, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse B, vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie externe. Réponse C, lui donner de l'eau pour la réhydrater. Alors, lorsque vous êtes protagoniste ou témoin d'un accident avec dommages corporels, il y a 3 étapes à respecter, dans l'ordre. Tout d'abord, protéger. Ensuite, alerter. Et enfin, secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Ici, cette question porte sur la 3e étape, c'est-à-dire secourir. Donc, on ne reviendra pas sur l'étape protéger et alerter, que vous devez connaître les procédures pour chaque étape afin de pouvoir passer l'examen du code de la route. On n'en parlera pas aujourd'hui car ce n'est pas la question, mais il faut que vous connaissiez chaque procédure. Alors, concernant l'étape secourir, quelles sont les procédures à mettre en place? Alors, dans ce cas-là, il y a 2 cas. Est-ce que la victime est consciente ou est-ce que la victime est inconsciente? Dans le cas où la victime est consciente, il y a encore 2 cas. Est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle est invalide? Alors, valide, ça veut dire est-ce qu'elle peut marcher? Invalide, ça veut dire qu'elle ne peut pas marcher ou qu'elle ne peut pas bouger. Dans le cas où elle est valide,
La première chose à faire, c'est de la déplacer hors de la chaussée, c'est-à-dire vers le trottoir. Ensuite, vérifier qu'elle n'a pas d'hémorragie externe. Une hémorragie externe, c'est du sang qui coule. On parle de beaucoup de sang, on ne parle pas d'une égratignure. Il y a beaucoup de sang qui coule, on applique une pression à l'endroit où ça coule. Le mieux avec quelque chose de propre. Si vous n'avez rien, ce sera avec la main. Ensuite, s'il n'y a pas d'hémorragie, il va falloir lui mettre une couverture de survie ou quelque chose de chaud, car quand on est victime d'un accident, on souffre d'hypothermie, c'est-à-dire que le corps se refroidit. Et enfin, en dernier lieu, on vient parler à la victime afin de la garder consciente. Surtout, ne jamais donner de boisson ou de nourriture à une personne qui vient d'être victime d'un accident de voiture. Dans le cas où la personne serait invalide, mais consciente, on fait exactement la même chose. Cependant, on ne déplace pas la victime. Dans le cas d'une victime qui serait inconsciente, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et s'il y a une hémorragie, toujours la même chose, on applique une pression à l'endroit où le sang coule. S'il n'y a pas d'hémorragie, on met la personne en position latérale de sécurité. Et enfin, on la couvre avec ce qu'on peut, le mieux étant une couverture de survie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, question suivante. Question numéro 26. En conduite, le taux d'alcool contraventionnel est de réponse A, 0,2 g par litre de sang, réponse B, 0,5 g par litre de sang.
Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, le taux d'alcool contraventionnel est de 0,5 g par litre de sang. Alors, je sais que parmi vous, certains d'entre vous vont se poser plein de questions. Ils vont se dire, oui, mais la question n'a pas précisé qu'on était hors probatoire, ou alors, il y a des personnes qui vont pas comprendre ce que c'est qu'une contravention, un délit, une infraction. Alors, pour tous les gens qui se posent des questions sur cette question, je vous incite vraiment à vous former. Voilà. Parce que normalement, vous ne devriez pas vous poser ces questions. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. À 150 mètres, je vais m'arrêter obligatoirement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a un panneau « Céder le passage à 150 mètres ». Est-ce que je vais m'arrêter obligatoirement? Bah non, pas forcément, ça dépendra de la circulation et des voitures qui viendront de la gauche et de la droite. Par contre, est-ce que je vais devoir céder le passage? Ça oui, obligatoirement. Donc la bonne réponse ici est la réponse B et C. Question numéro 28. Un passager adulte n'a pas sa ceinture. En tant que conducteur responsable de mon véhicule, j'encours. Réponse A. Une contravention. Réponse B. Un retrait de points. Réponse C. Aucune sanction. Alors, dans le cas de passagers adultes qui ne mettraient pas leur ceinture dans un véhicule, le responsable est le passager adulte. Ce sera jamais le conducteur. Le conducteur ne sera pas sanctionné si une personne ne met pas sa ceinture, une personne adulte en tout cas, ne met pas sa ceinture dans votre véhicule. Par contre, si le passager est un mineur, donc de moins de 18 ans, vous serez responsable et vous aurez votre contravention. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 29. Je n'ai pas de pneus neige. En période hivernale et après ce panneau, je dois A. Avoir des chaînes dans mon véhicule. B. Je n'ai pas de pneus neige. En période hivernale et après ce panneau, je dois A. Avoir des chaînes dans mon véhicule. B. Poser les chaînes sur les 4 pneus. Alors, la période dite hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Donc, j'ai plusieurs choix. Après ce panneau, je peux équiper mon véhicule de pneus hiver, les 4 roues. Ou alors, je peux aussi avoir des chaînes ou des chaussettes dans mon véhicule, pour seulement les roues motrices. Si vous avez 2 roues motrices, alors ce sera les 2 roues motrices. Si vous en avez 4, ce sera les 4 roues motrices. Alors ici, si vous voyez bien, la route n'est pas enneigée. Pas du tout même. Donc pas la peine de mettre des chaînes si j'ai pas de pneus hiver. Le plus important, c'est de les avoir dans son véhicule au cas où il y a des épisodes de neige dans les jours à venir. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. La distance de freinage à 90 km/h est de réponse A, 67 mètres, réponse B, 32 mètres, réponse C,
54 mètres. Réponse D, 38 mètres. Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a 4 distances à connaître pour passer votre code de la route. Si vous ne savez pas les calculer, ne pensez pas à passer votre code. Alors, il y a la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance de sécurité et la distance de freinage. À 90 km/h, la distance de freinage est de 54 mètres. Pour tous ceux qui veulent savoir comment on calcule la distance de freinage, je vous invite à aller dans l'information. La bonne réponse ici est la réponse C. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire, mais il y a une erreur à cette question, il y a une grosse erreur à cette question. Alors, que ce soit clair, il n'y a aucune erreur à cette question. La réponse est bien 54 mètres. Vous êtes nombreux à confondre les notions, à mal aussi assimiler les notions du cours. C'est une erreur récurrente que vous faites et souvent, vous pensez en fait qu'on a fait une erreur. Non, le moniteur n'a pas fait une erreur, ni nous, ni personne. La réponse est bien de 54 mètres. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc, pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors, c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc, nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard, qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez, pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule « Mon code en 10 jours » qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc, tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit
une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui. Il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien, ce lien te ramène directement sur le site internet et là tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 31. En utilisant ce service, je pratique. Réponse A, l'éco-partage. Réponse B, le covoiturage. Alors, en utilisant les services Autolib, je pratique l'éco-partage. Si tu veux savoir la différence entre l'éco-partage et le covoiturage, je t'incite fortement à aller dans la formation en lien dans la description. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Je reste sur cette voie pour tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde bien sur la voie dans laquelle on est. On a un marquage au sol. C'est ce qu'on appelle une signalisation horizontale. Donc, ce marquage au sol est matérialisé par une flèche qui va à gauche. Donc, effectivement, ici, si je reste sur cette voie, à la prochaine intersection, je tournerai à gauche. Donc, je suis très bien placé pour tourner à gauche à la prochaine intersection. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. Je peux dépasser cet engin de service hivernal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en général, on peut les dépasser. Par contre, ici, vous voyez bien que les conditions météo ne le permettent pas. Et là, il est en train de déneiger et de saler la route sur la voie de droite. La voie de gauche, elle, est toujours enneigée. Donc les risques de perte de contrôle du véhicule sont très grands. Donc là, je reste derrière l'engin de service. Et je ne le dépasse pas. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. Cet élément se nomme réponse A, une commande, réponse B, un commodo. Sur celui-ci, le symbole des feux de brouillard avant sont dirigés vers réponse C, la gauche, réponse D, la droite. Alors, important à savoir, ce type d'élément qu'il y a sur le volant, ça s'appelle un commodo. Donc, sur le symbole des feux de brouillard avant, les feux sont dirigés vers la gauche.
Sur le symbole des feux de brouillard arrière, les feux sont dirigés vers la droite. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 35. Cette signalisation indique réponse A, une ZFE. Réponse B, une zone interdite à tous les véhicules. Réponse C, une zone interdite à tous les véhicules thermiques. Réponse D, une zone interdite aux véhicules disposant d'une vignette critère 4. Alors, comme tu le vois ici, on a une signalisation assez particulière. Mais d'abord, porte ton regard sur ce qu'il y a sur le panneau de zone. Alors, je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas ce panneau. Est-ce que tu connais la signification de ce panneau ? Si tu ne le connais pas, je te conseille vraiment de te former. Ce panneau-là, que quasiment personne connaît, c'est un panneau interdisant la circulation de tous les véhicules, même les vélos. Alors attention, ça c'est un panneau. Lorsque ce panneau est inclus dans un panneau de zone, il a une autre signification. Il interdit l'accès de tous les véhicules dans cette zone, excepté les véhicules disposant d'une carte mobilité inclusion, excepté les véhicules d'intérêt généraux, excepté les cyclistes. De plus, comme tu peux le voir ici, ce panneau de zone est accompagné d'un panonceau. Ce panonceau qui précise le panneau qu'il y a juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce panneau ? Sauf catégorie. Et puis bon là, il y a la catégorie des véhicules qui sont acceptés. Et c'est quoi ces petits numéros que tu vois sur le panonceau ? Ben, c'est les vignettes. C'est le numéro des vignettes qu'il y a sur les véhicules. Donc, qu'est-ce que veut dire cette signalisation ? Ça veut dire que dans cette zone, donc après ce panneau, dans cette zone, la circulation est interdite à tous les véhicules, sauf exception bien sûr, sauf les véhicules qui possèdent une vignette critère 1, 2, 3 et véhicule vert. C'est ce qu'on appelle une zone à faible émission. Vous savez, c'est tout nouveau, ce qu'on appelle une ZFE. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 36. Je tourne à gauche, tout comme le véhicule en face. Je le croise en le contournant. Oui, réponse A, non, réponse B. Je le croise en lui faisant face. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, tu dois savoir qu'il y a deux types de croisements. Il y a ce qu'on appelle le croisement en contournement et le croisement à l'indonésienne. Alors, en général, dans la plupart des cas, on va se croiser en se contournant. Donc, comme le montre la petite animation. Mais parfois, lorsque le marquage au sol l'indique, il va falloir tourner en se faisant
face. C'est ce qu'on appelle le croisement à l'indonésienne. Donc ici, dans notre cas, il n'y a pas de marquage au sol qui indique un croisement à l'indonésienne. Alors, je croise par contournement. La bonne réponse ici sont les réponses A et D. Question numéro 37. La voie de droite permet d'aller à Paris. Réponse A, par l'autoroute. Réponse B, par la route. Les voies à gauche permettent d'aller à Rennes. Réponse C, par l'autoroute. Réponse D, par la route. Alors regarde, sur la voie de droite, on a un panneau sur fond vert sur lequel est écrit Paris et également Angers. Sur ce panneau sur fond vert, on a également un panneau d'autoroute. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc vu que c'est sur fond vert, ça veut dire que tu pourras aller à Paris par la route. Étant donné que dans l'encadré, il y a également le signe de l'autoroute, tu pourras également aller à Paris par l'autoroute. Concernant les panneaux sur les voies le panneau sur les voies de gauche, on a un encart vert avec écrit dessus Rennes et Vannes. Donc tu pourras aller à Rennes via la route. Vu qu'il n'y a pas de panneau d'autoroute sur cet encart, tu ne pourras pas aller à Rennes via l'autoroute. Les bonnes réponses ici sont donc les réponses A, B et D. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec.
Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 38. Ce panneau interdit l'accès aux poids lourds, oui réponse A, non réponse B, aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Oui réponse C, non réponse D. Alors, c'est quoi la signification exacte de ce panneau ? Ce panneau est un panneau d'interdiction qui interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises, que leur PTAC soit supérieur à 3,5 tonnes ou inférieur à 3,5 tonnes. Si tu ne sais pas ce que c'est que le PTAC, c'est-à-dire le poids total à charge, je t'incite fortement à aller te former dans la formation car tu devrais le savoir. Est-ce que ce panneau interdit l'accès aux poids lourds ? Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que automatiquement, un poids lourd, c'est un véhicule de transport de marchandises. Sinon, ce serait pas un poids lourd. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 39. Il est recommandé de faire des pauses A toutes les 2 heures, B toutes les 3 heures, C toutes les 6 heures. C'est bien connu, sur la route, il est recommandé de faire une pause de 15 minutes environ toutes les 2 heures. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Sur le trottoir de droite, je peux stationner, oui réponse A, non réponse B, m'arrêter, oui réponse C, non réponse D. Alors, attention, le trottoir, c'est réservé aux piétons. Ce n'est pas réservé aux voitures. Il est strictement interdit pour les voitures d'aller sur le trottoir. Donc interdit de stationner et interdit de s'arrêter. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.